Myrna et moi, on va maintenant passer à nos panélistes. Alors, est-ce qu'on peut voir nos panélistes grâce à la technologie moderne? Voilà, elles sont là, dans les deux langues. Voilà, nos panélistes sont là. On a lancé un défi à nos panélistes. On aurait aimé passer toute la journée avec elles, mais on va faire de notre mieux avec le temps qui nous est donné. Alors, Myrna et moi, on a deux questions. Je vais commencer avec la première question. Et on va faire un tour de table, pour ainsi dire, pour entendre les commentaires de tout le monde. Qu'est-ce qui fonctionne bien ou qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui a besoin d'être modifié? Et des exemples de réussite aussi. Ça, c'est une question très large. Les choses dont vous êtes fiers, les choses qu'il faut changer d'après vous. Alors, Deirdre, en Ontario, vous représentez le comité le plus ancien. Euh, Même si c'est un comité qui existe depuis longtemps, vous êtes en train de vivre de grands changements et penser à l'avenir. Madame n'a pas allumé son micro, malheureusement. Elle n'a pas allumé son micro. Vous êtes en sourdine, Deirdre. Bon, on va... Il y a des problèmes de son. Donc, je vais demander à Émilie de réfléchir sur ces deux questions. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui a besoin d'être modifié de votre point de vue au Nouveau-Brunswick? Oui, d'accord. Vous m'entendez? Oui, oui. Ce qui marche bien pour nos comités, c'est qu'on a un comité multidisciplinaire qui regroupe des experts de tous les domaines, des gestionnaires au gouvernement, des universitaires, des gens qui travaillent avec les victimes et chacun a ses expériences, son point de vue qu'il peut exposer au comité. Ce qui marche bien pour nous aussi, c'est qu'on est en contact avec les familles des victimes. Euh, on leur donne la souplesse de participer comme ils veulent. Ils ont l'option de me parler au téléphone tout simplement. On a un formulaire spécial si la famille ne veut qu'écrire ses commentaires ou la famille peut rencontrer le comité, avoir une discussion avec lui. Ce qui marche bien aussi, c'est qu'on a un forum pour les coronaires pour les aider à guider leurs enquêtes de d'homicide conjugal. Et ça nous permet d'avoir des renseignements beaucoup plus pertinents. Un autre réussite, c'est que durant la pandémie, on s'est bien adapté. Notre comité a fait preuve de beaucoup de souplesse et on a pu continuer les examens à tous les mois, même 2 fois par mois. On travaillait sur Skype. Donc, la pandémie ne nous a pas beaucoup ralenti. Et je pense que c'est à peu près tout en ce qui concerne ce qui marche bien pour moi. Laurie? Quel est votre point de vue sur la première question? La Colombie-Britannique a un modèle assez unique. Vous avez fait 2 examens majeurs de plusieurs cas. Donc, il ne s'agit pas d'un comité continu, mais vous avez fait un grand travail à revoir les homicides conjugaux dans votre province. Donc, qu'est-ce qui marche bien? Alors, je suis devenue chef des examens des décès. Je suis coroner moi-même. Oui, on a fait 2 examens. Alors, nous, on fait cela à toutes les quelques années plutôt que constamment. Alors, nous avons établi une équipe de décès liés à la violence conjugale. Une chercheuse, une analyse de données, il y a un coroner qui fait les enquêtes dans des domaines connexes. Donc, on a un bon système qui permet de faire des examens regroupés. On fait appel à des experts, des intervenants dans la collectivité
c'est un processus très collaboratif. Lorsqu'on regarde les données euh, qui sont recueillis par la chercheuse et l'analyste. Le processus est itératif aussi lorsqu'on travaille sur les recommandations. Donc, les recommandations sont faisables, sont possibles parce que les intervenants retournent dans leurs agences dans le cadre du processus pour présenter les recommandations. J'ai l'impression que que ces gens-là sont très respectés et que ces recommandations ont du sens pour les intervenants. Le processus d'examen nous a également aidé à créer des relations solides et continues avec les différentes agences et intervenants. Et grâce à cela, grâce au processus du panel d'examen des décès, je sais qu'on a créé des groupes de travail qui travaillent sur la mise en œuvre des recommandations. Ça, c'est bien. En ce qui concerne les défis, les examens sont différents parce qu'ils se font toutes les quelques années et c'est nouveau pour nous. Donc, ce serait un peu trop tôt pour dire quels sont les défis devant nous. Alors, je vais m'arrêter là. Ou est-ce que vous voulez des exemples de réussite? Oui, oui, pourquoi pas un exemple? Bon, un exemple de réussite. En ce qui concerne le processus interne chez le coroner, suite à l'examen de 2016, une réussite, c'est que je suis là en tant qu'enquêteuse affectée à ces homicides liés à la violence conjugale. Un résultat. Maintenant, il y a un ou deux coronaires spécialistes qui sont capables d'identifier des tendances et de créer de bonnes relations avec les intervenants. Nous avons amélioré aussi notre protocole d'enquête pour que l'information qu'on recueille soit mieux alignée avec, par exemple, les outils d'évaluation de risque. Ainsi, on va pouvoir continuer de soutenir et contribuer à ces initiatives fondées sur des données probantes. Merci beaucoup, merci. Deirdre, est-ce que vous voulez essayer de nouveau? Oui, est-ce que c'est mieux? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup et je m'excuse. Euh, alors, l'Ontario et son comité d'examen ont été créés en 2002 suite à deux enquêtes du coroner qui avaient eu lieu au début des années 2000. On a un comité de 10 à 18 membres de partout en Ontario. Il y a des représentants des corps policiers, du secteur de la justice criminelle, les scientifiques, les corrections, les agences de violences faites aux femmes, la médecine et autres. On a un agent de la police provinciale qui prépare les cas et on fait l'examen des cas une fois que le processus de justice pénale est complété. On n'a pas de représentants de services locaux, ni la police, ni les amis. On émet des recommandations à répétition et je suis d'accord avec Myrna et Peter qu'on a des problèmes avec des recommandations. Ce qui marche, c'est que chaque cas est examiné en profondeur par un comité d'experts. On respecte la vie des victimes. La durabilité, c'est pas un problème. C'est un comité mandaté qui est au sein du bureau du coroner en chef. Et dans un cas dont je vais vous parler tout à l'heure, tout le monde était d'accord que le comité doit continuer d'exister. C'est un comité qui marche bien. On ne veut pas perdre notre financement et puisqu'on a un pouvoir unique de saisir certains dossiers, c'est très important pour nous.
Un exemple de réussite, c'est le projet de loi 168 qui est lié à la violence conjugale en milieu de travail. Et ça, c'était dû à l'homicide d'une femme au travail par son ex-conjoint. Euh, il y a eu tant d'années de travail sur la violence faite aux femmes et cela nous a permis justement de faire passer cette nouvelle loi. Merci beaucoup. À vous, Sarah. Qu'est-ce qui marche bien ou qu'est-ce qui doit changer en Saskatchewan? Qu'est-ce que vous faites dans cette province? Très bien. Tout d'abord, c'est la première fois que je vous rencontre. Alors, je viens du territoire du traité 4 de la ville qui s'appelle maintenant Regina. Merci à beaucoup à tout le monde pour vos réflexions. En me préparant pour cette discussion, j'ai eu certaines réflexions. Pour ce qui est de ce qui se passe en Saskatchewan, nous avons fait notre premier examen des décès en 2016. Ça a pris du temps avant de mettre sur pied ce comité, beaucoup plus de temps que prévu. Je n'insulte aucun fonctionnaire, mais ça a pris du temps. Nous avons rendu public notre premier rapport en 2018 et là, on a dû décider de si on voulait continuer ou non. Une des choses qui a bien marché pour nous au niveau de notre réponse à cet examen des violences, d'examen des homicides, un bon résultat, c'est qu'on a eu le feu vert pour continuer là-dessus. Et on a la bonne fortune également d'avoir une équipe multidisciplinaire, un peu comme ce que Émilie a mentionné. Et on espère pouvoir garder ce groupe. On s'est engagé aussi à inclure des membres de la parenté et les proches dans le processus. Il va falloir qu'on trouve une façon de le faire de manière appropriée et nous espérons tirer beaucoup de valeur de ce processus. Alors, c'est ça pour la Saskatchewan. Il y a une chose et une idée qui m'est venue en tête. Moi, je pensais, je déteste utiliser le mot fortuné, mais ça arrive vraiment au bon moment en Saskatchewan. Le premier examen des décès est sorti en 2018. Le gouvernement s'est engagé à adopter toutes les recommandations et en Saskatchewan, on a eu la bonne fortune d'avoir une agence qui travaille sur la violence sexuelle, qui a créé un plan d'action pour la violence ou les agressions sexuelles. Alors, il y a beaucoup de recommandations sur le changement de culture qui se trouve dans leur rapport. Donc, il y a un autre rapport qui fait des recommandations semblables à ce que nous avons fait. Et en plus, quand on regarde une enquête nationale on voit qu'on travaille de manière systémique. Et pour nous, ça a beaucoup aidé. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis 3 ans et ce flux constant de recommandations et de rapports nous a beaucoup aidé. Je n'ai pas participé personnellement à l'examen qui s'est déjà fait. Moi, je travaille au gouvernement, je suis au ministère de la Justice. Et un des défis que j'ai vécu moi-même, c'est que l'interprétation des recommandations déjà présentées dans des rapports précédents, c'était intéressant pour moi. Un de nos collègues qui travaille dans le secteur communautaire, elle est siégée au comité. Elle et moi, on avait une discussion il y a quelques mois à propos d'une recommandation précise et je l'avais comprise complètement, de façon complètement différente qu'elle. Alors, comment faire des recommandations assez précises pour qu'on puisse éviter de les mal interpréter plus tard quand de nouveaux intervenants arrivent ou quand des gens quittent le domaine. Mais il ne faudrait pas non plus que ce soit trop précis
Et il faudrait pouvoir appliquer ces recommandations plus largement pour que les gens comprennent que c'est une question qui concerne tout le monde. Alors, voici mes commentaires. Merci, merci. On va vous revenir. Et maintenant, Stéphanie. Stéphanie, vous avez une très bonne nouvelle. Vous venez de sortir votre premier rapport annuel et je sais que le Québec a travaillé très fort à l'organisation du comité. J'aimerais savoir ce qui marche bien et quels sont les changements que vous entrevoyez. D'accord. Vous m'entendez bien? Très bien. Alors, permettez-moi de commencer en vous disant que je suis ravie d'être ici avec tout le monde et je pense que c'est très bénéfique d'entendre le son de cloche de tout le monde et comment ça marche ailleurs par rapport à ces comités. Notre comité a été réuni au début de 2018 suite à la mort tragique d'une jeune femme de 18 ans. J'étais le coroner responsable de l'enquête de sa mort. Euh, la mort de cette jeune femme a vraiment résonné dans la population. Ça fait écho parce qu'il y avait une intervention policière le matin même de son décès. Alors, les organismes communautaires demandent depuis des années au gouvernement de réunir un comité d'experts. Et suite à cette mort, ce décès tragique, c'était vraiment une occasion pour se pencher sur ce qui va de travers dans certaines situations. Et pour ce qui est du travail du coroner au Québec, dans cette situation-là, l'agresseur était déjà devant les tribunaux. Et par le passé, les coroner, essentiellement, rédigeaient des rapports très courts, succincts, pour ne pas s'ingérer dans le procès comme tel, le procès pénal. Et on risque ainsi de rater des occasions parce que le coroner ne se penche pas sur la situation globale. Cette fois-ci, on a décidé de se pencher sur toute la situation, sur le cas de manière holistique. Et en même temps, on a créé ce comité. Alors, tout comme c'est le cas pour l'Ontario, il y a beaucoup d'experts dans le comité. Il y a 20 organismes représentés dans le comité. C'est un grand comité présidé par le bureau du coroner du Québec. Donc, il y a toujours un coroner qui siège au comité et il y a la police, il y a la participation de la police, des fonctionnaires, du secteur de la santé, et de la sécurité publique et de la justice. Alors, et il y a des membres de la communauté autour de la table. Des femmes qui travaillent dans les refuges, des intervenantes, des travailleuses sociales, bon, de tous les domaines. Et ce qu'on a fait la première année, c'est que nous avons créé une charte pour un tableau pour étudier donc les facteurs de risque et nous avons étudié en détail 10 cas, 10 affaires du passé pour informer nos travaux à venir, mais donc des situations assez contemporaines, disons, dans les années passées, quelques années passées, où il y a 10 cas qui ont été étudiés pour dégager les facteurs principaux de notre premier rapport assorti de 28 recommandations. Et le gouvernement en a été saisi favorablement. Par ailleurs, nous avons étudié les statistiques d'année en année et chaque année, il y a environ 10 décès dus à la violence familiale au Québec. Et en 2021, tragiquement, peut-être que la pandémie a eu un effet là-dessus, mais au cours des 3 premiers mois de cette nouvelle année 2021, il y a eu 10 décès
dues à la violence familiale. Donc, notre recommandation présentée en décembre résonne vraiment auprès du gouvernement et ça a été, je m'excuse, je cherche un peu mes mots en anglais, il y a eu de nombreuses mesures entreprises par le gouvernement pour étudier cette situation et traiter la question et se pencher sur les recommandations. Quant à ce qui fonctionne bien, hélas, les événements de cette année ont mis de l'avant le fait qu'il est très important d'avoir un tel comité ainsi que des spécialistes pour étudier ce domaine et les 28 recommandations qui ont été émises aideront si en fait on peut veiller à leur mise en œuvre. C'est ce que je peux dire qui fonctionne bien en ce moment, c'est qu'il y avait un besoin d'établir un tel comité. Quant aux changements qui en ressortent, c'est trop tôt pour me prononcer, mais ce que je dirais, c'est que pour que ce comité réussisse à l'avenir, je crois que le dévouement, l'engagement des membres sont évidents et que ceux-ci sont très engagés envers ce travail. Il faut qu'il y ait cependant une stabilité quant à la composition du comité et il faut qu'il y ait toujours évidemment une coroner autour de la table et les défis que l'on voit, c'est parfois les appuis administratifs. Ça était un peu un défi l'année passée, mais nous avons maintenant intégré quelqu'un qui est très intéressé par le domaine et ça va nous permettre de progresser et de vous présenter d'autres réussites à l'avenir. Et c'est ce que je peux vous dire en ce moment pour notre comité. Merci, j'apprécie vos réponses à toutes ces questions et je crois que Myrna va nous présenter la prochaine question et on respecte bien le temps qui nous est imparti. Donc, on pourra même peut-être accueillir vos questions dans le clavardage, dans le chat. Oui, merci Peter. Stéphanie, vous nous aidez à passer à la prochaine question parce qu'elle a abordé déjà la question du défi, donc de mettre sur pied et de rendre durable un tel comité. Et qu'est-ce que vous voyez comme mesures à prendre pour l'avenir en ce sens? Donc, on commence dans le même ordre. Émilie. Bon, quant aux défis, oui, parfois, c'est un peu vexant parce qu'on fait beaucoup de travail et nos recommandations demeurent lettres mortes. Donc, dorénavant, nous allons travailler avec davantage de travailleuses de première ligne et non pas seulement des gestionnaires. On en avait 2 auparavant, puis on s'est rendu compte qu'il en fallait davantage, que nous devions nous reposer sur leur expérience davantage. Nous prévoyons aussi donc un changement de formulaire dans nos enquêtes et nous allons aussi prévoir une formation pour nos coronaires parce que dans les cas de meurtre-suicide, les policiers ne savent pas exactement comment mener l'enquête aussi bien que s'il s'agissait simplement d'un homicide. C'est ce que nous prévoyons pour l'avenir. Merci. Émilie, très intéressant. Avant la pandémie, nous avions discuté de cette question quant au formulaire avec certains autres coronaires et j'espère que, oui, on pourra s'aligner un peu sur les mêmes éléments. Laurie.
quant à nous, nos examens cumulatifs doivent prévoir une période de temps pour accumuler un nombre suffisant nous permettant de recueillir des données signifiantes pour mener nos travaux. Donc, un examen en 2010-2016, il faut qu'il y ait une période de temps donc, qui nous permet, du point de vue statistique, en fait, il est toujours difficile de se prononcer. Chaque décès est un de trop, mais pour capter les tendances systémiques et découvrir ce qui pourrait être une lacune ou dans les politiques ou la pratique, ça, c'est difficile. Et je suis encouragée par ce que nous avons entendu dire hier, par exemple, la recherche et le travail en cours avec les survivantes. Et je crois qu'il y a des occasions formidables de tisser ces renseignements dans l'étoffe même de nos travaux. Et donc d'inclure le travail fait avec les survivants. Je crois qu'il y a énormément d'occasions à saisir là pour bien comprendre les situations. Je crois que voilà donc les défis importants pour nous. Merci, Myrna. Deidre. Merci, Myrna. Alors, en plus de ce qu'on a déjà mentionné comme défi, nous en partageons également. Donc, nous, particulièrement ce qui concerne les recommandations qui ne sont pas qui restent lettres mortes. Ce qu'on a, nous, comme défi, c'est qu'il manque des intervenants autour de la table. Myrna a parlé de cela. Comment inclure un spécialiste de tous les domaines de la violence familiale qui, donc, n'est pas là au sein du comité? Moi, j'adorerais pouvoir réunir vraiment une vaste gamme de spécialistes. Et nous manque, par exemple, des représentants des collectivités rurales éloignées nordiques, collectivités autochtones également. Nous n'avons pas de représentants autochtones au comité. Il n'y a pas de siège désigné au comité pour donc les collectivités rurales éloignées nordiques et autochtones Premières Nations. Et le comité ne reflète pas non plus la diversité ethnique de l'Ontario. Et enfin, il n'y a pas d'experts, de spécialistes en matière d'hommes qui sont auteurs de violences. Par ailleurs, le comité aborde la question selon une optique très claire des équilibres donc entre les genres, et ce n'est pas nécessairement le cas tout le temps. Mais cela dit, avec un tel comité, et même un comité qui a un peu de ces éléments, il peut y avoir des perturbations. Pour moi, c'est très positif. Des perturbations qui brassent un peu les choses et qui créent des tensions qui ne sont pas limitées à notre comité, mais qui se fait sentir à l'externe depuis fort longtemps dans le système juridique, le système pénal, les systèmes des militants contre la violence familiale, les militantes antiracisme, donc antisexisme, qui réclament donc l'égalité des genres. Cela aussi devrait être présent à notre table. Enfin, notre autre défi, c'est qu'on a en souffrance une centaine de cas. Donc, le nombre d'affaires dépasse le nombre de cas examinés chaque année. Nous devons donc trouver de manière différente d'étudier les choses. On a pensé à réunir certains cas
donc à fusionner certaines affaires. Nous avons mené un projet de 6 mois pour accélérer l'examen des choses et nous nous retrouvons tout de même avec des retards importants parce qu'aucun changement véritable dans la démarche n'a été mis de l'avant à ce moment-là et c'est pourquoi nous devons envisager un changement de démarche. Et quant aussi à la question du travail tenant compte des traumatismes, lorsqu'on fait partie du comité, on est exposé aux traumatismes. Lorsqu'on est un spécialiste, on l'est également. Et ça, c'est nouveau pour le bureau du coroner. Et c'est un véritable défi aussi pour nous. Là où on fait des changements, des petits changements procéduraux, par exemple, où on peut aborder davantage d'affaires chaque jour, c'est-à-dire que les mémoires soient limitées à 3 pages à l'avance, que ce soit donc des mémoires succinctes et que les discussions qui s'éternisent ou les recommandations plus longues peut-être soient discutées hors ligne et en aparté et que donc les examens soient donc limités dans le temps. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, moi, je dois devenir la présidente, avec une main de velours dans un gant de fer. Et voilà. Et quant à l'exposition au traumatisme, lorsque l'on étudie les pratiques donc d'ouverture de dossier, de conclusion de dossier et de limiter le traumatisme auquel sont exposés les membres du comité. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que les groupes arrivent à le groupe arrive à une recommandation plutôt que l'examen de tous les détails? Nous avons un nouvel agent d'enquête, un nouvel enquêteur qui est très zélé et qui a réuni donc des cas en arriéré. Nous en avons maintenant suffisamment pour mener nos examens jusqu'en mars prochain. Donc, il y a des décès, d'abord un groupe de décès donc liés aux armes à feu, ensuite donc d'autres thèmes avec lesquels nous pouvons nous pouvons composer. Et nous allons étudier aussi les décès des enfants. Nous allons aussi faire un examen approfondi du comité dans son ensemble, du mandat, de la composition. Nous allons lancer un processus d'un concours quant à la composition du comité pour veiller à avoir une représentation autochtone, une représentation diversifiée qui reflète la population de l'Ontario, et qui inclut aussi des militants qui travaillent dans le domaine de l'antiracisme noir et toutes sortes de militants. Donc, et nous allons travailler en consultation avec des experts partout dans la province et cela pour étudier donc notre procédure d'examen. Et Peter et enfin, nous allons faire des tonnes de travail déjà à cette fin. Et nous allons entendre aussi des conseillers, des experts conseils en la matière, sur la plateforme vidéo. Peut-être que la COVID va rendre donc cette façon de procéder normalisée, ce qui va nous permettre d'épargner quant aux frais de déplacement et donc financer un plus grand nombre de rencontres et peut-être donc allons-nous étudier des cas accumulés, donc un groupe de cas, une grappe de cas, ou faire des examens accélérés et nous voulons aussi mettre sur pied un comité d'audit qui va faire le suivi des recommandations. S'agit-il de la bonne recommandation? Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui doivent en être saisies et ainsi de suite? Et là-dessus, le défi sera de gérer les changements externes, les changements internes, liés à des démarches
mais aussi aux éléments donc d'analyse antiraciste et anti-sexisme. Ah, bon Dieu, beaucoup de choses en vue pour le comité de l'Ontario qui démontrent bien les progrès qui ont été réalisés et ceux qui vont se produire. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'avenir? Alors, je crois qu'il y a des différences dans tous nos processus et que je pense à ce que Deirdre vient de dire et ça me met sur la voie de ce que nous allons faire, nous. Quant à la collaboration entre les différents professionnels de services sociaux, nous aimerions donc penser que nous sommes une équipe qui rame ensemble, donc sur l'eau, une très belle matinée à 4 heures là le matin et qui fend donc les vagues ensemble. Cependant, c'est comme plutôt d'être comme aveugle avec une ceinture de sécurité et de tomber à l'eau comme cela parfois. Alors, il faut commencer par retrouver différentes perspectives quant à nos rôles et comment nous travaillons ensemble. Mais ce n'est pas simplement Saskatchewan, c'est aussi la façon dont on évolue chacun dans nos professions. Il y a des cliniciens en santé mentale, par exemple, qui pensent que les gens doivent être en état contemplatif pour faire le travail nécessaire afin de progresser. Et cette optique est tellement différente de celle d'une travailleuse sociale qui travaille avec des personnes qui pourraient vivre, ou avec des jeunes qui pourraient vivre la négligence ou la maltraitance et non pas l'option de contempler et d'être en méditation. Et ces deux dynamiques-là créent toutes sortes de suppositions quant à ce qu'on pense l'un de l'autre en tant que professionnel. Et là, on ajoute là au traumatisme historique, aux relations historiques avec la police, et tout cela encore s'ajoute aux gens qui travaillent dans les comités et qui vivent le traumatisme indirect et qui ont tant de passion quant à ces affaires et à quel point on peut vraiment être bouleversé et vexé lorsqu'on donc travaille à ces défis. Je crois que tout cela ensemble, c'est un défi important et que le type de relation que nous avons, c'est important parce que chacun se dit, oui, je comprends ton point de vue, mais vous devez comprendre le mien. Voilà. Donc, et qui a le temps de collaborer à l'infini? Ça prend du temps, ça. Alors, tout cela, la collaboration, ça peut vraiment donc créer un peu de chaos. Merci, Sarah. Et oui, c'est vrai que la collaboration est un aspect clé de nos travaux et c'est intéressant de penser aux avantages et aux désavantages de la chose. Stéphanie, vous avez parlé de certains de ces éléments. Est-ce que vous avez des idées quant aux défis à venir pour le Québec? Oui, je pourrais ajouter que nous allons aussi aider les coronaires dans chacun de leurs enquêtes qui sera examinée par le comité au bout du compte avec une liste de vérifications afin que chacun comprenne bien les facteurs précis qui doivent étudier et qui pourraient mener à des recommandations dans le cadre d'une enquête privée, mais cela, au bout du compte, est étudié par le comité. Et c'est donc le travail, au bout du compte, c'est la collaboration, encore une fois, car le mandat du comité, qui est également d'aider à appuyer les coronaires au sein de leurs enquêtes précises, inclura cela à l'avenir, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici parce que le comité est tout nouveau, mais nous prévoyons cela et nous allons évidemment l'encourager car essentiellement, voilà comment nous pouvons progresser en tant que comité et en tant que société. Si évidemment ces recommandations sont mises en œuvre et cela sera le défi. L'année prochaine, je serai en mesure peut-être de vous en dire davantage à cet égard et de vous dire quelles ont été nos réussites en la matière, car
La crainte que nous avons, c'est que ce comité, année après année, émette des recommandations qui ne sont pas mises en œuvre. Je crois que ce serait une tragédie, car tant d'intervenants, de parties prenantes sont des spécialistes et ont vécu des situations et peuvent apporter énormément à une société comme la nôtre et faire une différence dans le cadre de nos travaux. Donc, dans l'ensemble, je vois que notre comité évolue rapidement en raison de sa jeunesse et on n'en est pas encore à une maturité, que l'on connaîtra comme ce que Deirdre vit avec son comité. Et donc, c'est pourquoi il est tellement intéressant de partager notre vécu, nos expériences, parce qu'on peut apprendre l'une de l'autre. Merci, Stéphanie. Oui, je crois que pour ceux qui se sont joints à notre conférence aujourd'hui et qui en apprennent seulement maintenant davantage sur la question, ça a été très bénéfique pour eux, mais aussi de votre part de vous poser la question et de favoriser l'échange, certainement est un bienfait.